Quand on pense à la solidarité au Maroc, il y a une institution qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'entraide nationale. C'est vraiment un pilier central du soutien social pour des millions de personnes. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble son histoire, sa mission et surtout l'impact qu'elle a concrètement sur le terrain. Et pour bien saisir l'ampleur de cette institution, il faut faire un petit bond dans le passé. On repart en 1957. C'est une date clé, juste après l'indépendance du Maroc. Voilà, cette phrase, c'est bien plus qu'un simple slogan officiel. C'est vraiment l'ADN de l'entraide nationale. Pensez-y, c'est le principe fondateur qui, des décennies plus tard, continue de guider absolument chacune de leurs actions. Ok, première section, une mission de solidarité. On va voir comment tout ça a commencé avec cet héritage qui remonte à 1957. Alors, ce qu'il faut retenir de ces débuts, c'est cette évolution super importante. Au départ, c'est une vision royale, créée par Daïr en 57. Et puis, en 72, hop, elle devient un établissement public. Ce changement de statut, c'est pas un détail. C'est ce qui lui a donné la structure et les moyens de s'étendre partout dans le pays et de durer dans le temps. Deuxième section. On fait un saut dans le présent avec la stratégie JSSR, un vrai pont vers le développement social. Alors, JSSR, ce nom n'a pas été choisi au hasard. En arabe, Jisr, ça veut dire pont. Et c'est une image parfaite pour décrire leur objectif, non? L'idée, c'est de construire des ponts pour aider les gens à passer d'une situation difficile à l'autonomie, à l'inclusion, bref, à un avenir plus stable. Cette stratégie, elle tient sur 3 grands piliers, qui fonctionnent ensemble, bien sûr. D'abord, on crée un environnement social qui est à la fois innovant et ouvert à tous. Ensuite, une fois qu'on a cette base, on se concentre sur l'individu. Égalité, autonomisation, leadership. Et pour finir, le 3e pilier vient cimenter tout ça en renforçant ce qu'il y a de plus essentiel, la famille et les liens sociaux durables. Bon, assez théorie. Section 3. Soutenir les plus vulnérables. Comment est-ce que cette belle stratégie se traduit sur le terrain? Vers qui va toute cette aide? L'une des priorités absolues, c'est le soutien aux femmes en situation difficile. On parle de précarité, mais aussi de femmes victimes de violences. Et là, l'approche est loin d'être simpliste, elle est vraiment pensée sur plusieurs niveaux. Ce n'est pas juste une question de trouver un abri pour la nuit, non, c'est un vrai parcours de reconstruction qui est proposé. Ça part de la sécurité immédiate, avec un hébergement d'urgence. Puis il y a le soutien psychologique, l'aide médicale, l'assistance juridique. Et ça va jusqu'à l'autonomisation économique, avec des formations. C'est un accompagnement à 360 degrés. Autre priorité, et elle est tout aussi cruciale, protéger les enfants en situation difficile. Que ce soit des enfants en décrochage scolaire, en situation de rue, ou tout simplement très vulnérables. Et là aussi, l'aide est très variée. Pour les plus jeunes, il y a un appui à l'éducation préscolaire. Pour ceux qui ont quitté l'école, on propose des formations professionnelles pour leur donner une deuxième chance. Il y a aussi toute la prise en charge dans des institutions de protection sociale, comme les maisons d'étudiants. Et bien sûr, on n'oublie pas l'épanouissement, avec des activités comme les colonies de vacances. On enchaîne avec un autre groupe au cœur des préoccupations, les personnes en situation de handicap. Ici, l'objectif est double. D'un côté, améliorer concrètement leur qualité de vie, et de l'autre, bien sûr, favoriser leur intégration complète dans la société. Ce qui est vraiment pertinent ici, c'est à quel point l'approche est pragmatique. On parle d'aides très concrètes, des prothèses, du matériel technique. On travaille aussi à améliorer les conditions de scolarisation pour les enfants. Et on pousse à l'autonomie financière en soutenant la création d'activités qui génèrent des revenus. On agit sur tous les fronts pour lever les barrières. Et enfin, le dernier grand volet de l'action, le soin apporté aux personnes âgées, en particulier celles qui se retrouvent isolées ou qui n'ont pas de soutien. Là encore, l'aide est multiple. Ça peut être une prise en charge complète en institution. Mais il y a aussi le suivi de la santé, les soins primaires. On a tous entendu parler de l'opération Hiver qui aide les sans-abri pendant les grandes vagues de froid. Et puis, chose essentielle, on lutte contre la solitude avec des clubs sociaux, des activités pour recréer du lien. Voilà pour les bénéficiaires. 4e section maintenant, le réseau national d'aide. Parce que c'est bien beau d'avoir des missions, mais comment on fait pour toucher tout le monde, partout au Maroc? La réponse tient en un chiffre, 70. 70 directions provinciales. C'est énorme. C'est ce maillage territorial super dense qui permet à l'aide d'arriver vraiment au plus près des gens, même dans les coins les plus isolés. Et ce réseau, il n'est pas juste grand, il est aussi très bien organisé. Il y a des centres spécialisés pour chaque besoin. Par exemple, les COFPH se concentrent sur l'aide aux personnes handicapées. Les EMF, ce sont les espaces multifonctionnels pour les femmes. Il y a aussi des centres pour la protection de l'enfance, pour la formation. Bref, cette spécialisation, elle permet d'être beaucoup plus efficace.
5e et dernière section, l'impact au quotidien. On a vu la mission, la stratégie, le réseau, mais concrètement, au jour le jour, ça donne quoi? Cet aperçu du calendrier montre bien la diversité des actions. On a des opérations massives, comme le soutien alimentaire pendant le ramadan, qui touchent des milliers de familles. Et à côté de ça, on a du travail de fond, comme des sessions de formation ou des séminaires. C'est ce mix entre l'urgence et le long terme qui fait toute la différence. Et c'est ça finalement le point central à retenir. On est parti d'une mission simple sur le papier, apporter de l'aide. Et on arrive aujourd'hui à un impact immense grâce à un réseau stratégique qui accompagne les gens à toutes les étapes de leur vie. Ce n'est plus juste de l'assistance, c'est une véritable architecture de la solidarité. Au final, l'histoire de l'entraide nationale nous amène à une question plus large, une question qui nous concerne tous. Dans nos sociétés modernes, quel rôle doit vraiment jouer la solidarité? Surtout une solidarité organisée, à grande échelle. C'est une bonne question à se poser pour l'avenir.